J'ai survécu à une chute de 5 mètres du haut d'un poteau électrique, et ce qui a failli me détruire, ce n'est pas le béton, c'est ce que ma fiancée a fait 72 heures plus tard. Je m'appelle Maxime, j'ai 32 ans et je suis monteur de réseaux électriques depuis près de 10 ans, ce qui signifie que j'ai vu des gars se blesser, démissionner ou tout perdre parce qu'ils se croyaient invincibles. J'étais l'un de ces gars-là jusqu'à ce qu'un support de fixation corrodé décide de m'apprendre le contraire. C'était une intervention de routine, début septembre, pour remplacer un fusible grillé sur un poteau en zone résidentielle à environ 5 mètres de hauteur, rien que je n'ai déjà fait 1 millier de fois. Je me suis attaché, j'ai vérifié mon harnais, j'ai commencé à manipuler les connexions, et c'est là que je l'ai senti, ce mouvement écœurant quand le métal censé vous retenir lâche prise. Le support a cassé net, ma longe de sécurité s'est tendue violemment, et mon épaule a fait un bruit que je n'oublierai jamais, comme quelqu'un qui marche sur un paquet de chips, mais en bien pire. J'ai heurté le sol quand même car la charge de choc était trop forte, et pendant quelques secondes, je suis resté là à fixer le ciel, entendant ma propre voix répéter la même question stupide en boucle, est-ce qu'on a mis le fusible ? Est-ce qu'on a mis le fusible ? Je le répétais comme un disque rayé pendant que mon chef d'équipe, Patrick, me criait de ne pas bouger, mais je ne pouvais même pas traiter l'information. Ils m'ont chargé dans l'ambulance et je me souviens avoir pensé tout le long du trajet vers les urgences que ma fiancée, Chloé, allait devenir folle d'inquiétude en l'apprenant. Chloé et moi étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois, et jusqu'à cette chute, je pensais que notre couple était solide. Elle travaillait comme community manager pour un studio de yoga, postait des photos esthétiques de jus détox et d'étirements au coucher du soleil, et parlait toujours de son besoin de liberté, de créativité et de ne pas être enchaînée à un bureau en CDI de 9h à 17h. Je respectais ça, vraiment, même si cela signifiait que je payais le loyer, les charges, l'assurance, le crédit de la voiture que nous avions co-signé, les courses, les abonnements, bref, absolument tout. Je lui avais même acheté le dernier iPhone il y a quelques mois parce qu'elle disait en avoir besoin pour sa création de contenu et je me disais que si ça la rendait heureuse, ça en valait la peine. Elle était douce quand tout allait bien, affectueuse, disant toujours qu'elle m'appréciait, mais avec le recul, je vois maintenant les fissures que j'avais ignorées. Son meilleur ami, Théo, était l'une de ces fissures. Théo avait 30 ans, tenait un atelier de réparation de vélos en centre-ville, et avait cette étrange énergie territoriale, comme s'il testait toujours combien d'espace il pouvait prendre dans ma vie. Il avait le code de notre appartement, entrait sans frapper, s'asseyait dans mon fauteuil, buvait ma bière et faisait ces petites blagues qui n'en étaient pas vraiment, plutôt des pics déguisés en humour pour qu'on ne puisse rien dire sans passer pour quelqu'un de susceptible. Une fois, il m'a regardé pendant que Chloé était dans la cuisine et a dit « Mec, t'as de la chance qu'elle te supporte encore », en riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Je n'ai pas ri, mais Chloé, si. Après la chute, j'ai subi une opération pour réparer mon épaule, les médecins ont dit que j'avais déchiré le labrum et subi des lésions nerveuses, et qu'il me faudrait au moins 6 semaines avant même de penser à reprendre un poste aménagé. Je me suis réveillé à l'hôpital avec Chloé assise à côté de moi, elle a serré ma main valide et a dit « Je vais prendre soin de toi », et je l'ai cru. Les 2 premiers jours à la maison se sont bien passés, elle m'apportait de l'eau, m'aidait à ajuster mon écharpe de bras, m'a même fait de la soupe une fois, mais dès le 3e jour, j'ai commencé à remarquer des choses. Elle était constamment sur son téléphone, commandait des plats en livraison mais seulement pour elle et une autre personne, et quand je demandais qui venait, elle se mettait sur la défensive en disant « J'ai le droit d'avoir des amis, Maxime ». Je n'essayais pas de la contrôler, j'étais juste confus de voir qu'elle me traitait comme un inconvénient dans mon propre appartement. Puis un après-midi, alors que j'étais allongé sur le canapé, somnolent à cause des antidouleurs, j'ai entendu sa voix depuis la chambre, elle laissait un message vocal à son amie Léa et disait « Il devient un vrai boulet, je n'ai pas signé pour être infirmière ». J'ai senti mon estomac se nouer. Un boulet. C'est ce que j'étais pour elle maintenant, pas son fiancé qui venait d'être gravement blessé, pas le gars qui finançait sa vie depuis 3 ans, juste un boulet. Je n'ai rien dit, je ne pouvais pas, j'étais trop assommé et trop choqué, mais ce moment s'est gravé dans mon cerveau. Le soir suivant, Théo a débarqué à l'appartement avec 2 sacs d'alcool, des bières IPA artisanales et une bouteille de whisky bas de gamme, il est passé devant moi comme si je n'existais même pas et a dit à Chloé, « T'es prête à oublier tes problèmes ce soir ?» J'étais le problème. J'étais allongé là avec mon bras en écharpe, à peine capable de soulever une bouteille d'eau, et ce type parlait de moi comme si j'étais un obstacle à leur plaisir. Chloé ne l'a pas corrigé, elle a juste ri et a pris 2 verres dans le placard, ils se sont assis dans le salon à 2 mètres de moi, buvant, parlant et riant, et de temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers moi comme pour vérifier si je respirais encore.
J'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir parce que je ne voulais pas gérer ça, mais je pouvais tout entendre. Théo parlait d'un concert à venir, un groupe indé qui jouait dans une salle du centre-ville, et Chloé disait à quel point elle voulait y aller, à quel point elle avait besoin de sortir, à quel point elle se sentait piégée. Piégée. J'étais rentré de l'hôpital depuis moins d'une semaine et elle se sentait déjà piégée. Je voulais me lever et leur dire à tous les deux de dégager, mais je ne pouvais pas bouger sans qu'une douleur fulgurante traverse tout le haut de mon corps, alors je suis resté là à écouter, haïssant chaque seconde. Cette nuit-là, après que Théo soit enfin parti, Chloé est venue vers le canapé et a demandé si j'avais besoin de quelque chose, je l'ai juste regardé et j'ai dit non. Elle a haussé les épaules, est allée se coucher et n'a même pas dit bonne nuit. Je suis resté sur ce canapé à fixer le plafond, repassant tout dans ma tête, la chute, l'opération, le message vocal, le visage suffisant de Théo, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a vidé de l'intérieur, je n'étais pas son partenaire, j'étais son filet de sécurité, et à la seconde où je ne pouvais plus jouer ce rôle, je devenais jetable. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là marquait le début de la fin car 3 jours plus tard, elle allait faire un choix qui détruirait tout, et quand elle l'a fait, je me suis juré qu'elle le regretterait pour le reste de sa vie. 3 jours après la visite de Théo avec le whisky, ma sœur Camille est arrivée à l'improviste, et dès qu'elle a franchi la porte, j'ai su que quelqu'un allait passer un très mauvais moment. Camille a 35 ans, elle est avocate en droit des affaires et dégage cette énergie qui oblige les gens à se tenir droit et à se taire sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Elle a jeté un coup d'œil sur moi sur le canapé, un coup d'œil sur Chloé qui scrollait sur son téléphone dans la cuisine, et un coup d'œil sur Théo affalé dans mon fauteuil comme s'il était chez lui, et son visage est devenu complètement neutre, ce qui signifie qu'elle est au summum de sa dangerosité. Elle s'est dirigée vers Théo, s'est plantée devant lui et lui a dit de dégager de mon fauteuil, et ce n'était pas une demande, c'était un fait. Théo a essayé d'en rire, a fait ce petit rire gêné en disant qu'il passait juste du temps là, mais Camille n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux, l'a juste fixé jusqu'à ce qu'il se lève et marmonne qu'il devait partir de toute façon. Chloé est sortie de la cuisine et a immédiatement commencé sa comédie, soudain elle était la fiancée inquiète, demandant si j'avais besoin de quelque chose, proposant de faire du café, souriant à Camille comme si elles étaient de vieilles amies. Camille a souri en retour, mais je voyais bien que ses yeux ne souriaient pas. Pendant les 3 jours suivants, Chloé a joué son rôle à la perfection, elle m'apportait de l'eau, ajustait mon oreiller, s'asseyait près de moi pendant les repas, mais dès que Camille quittait la pièce où allait faire une course, le masque tombait, elle retournait direct sur son téléphone, envoyant des textos sans arrêt, et j'ai commencé à faire attention aux habitudes. Chaque fois que j'étais censé dormir ou être sous l'effet des médicaments, elle allait dans la chambre et j'entendais sa voix devenir plus basse, plus secrète, et une fois j'ai aperçu son écran et vu le nom de Théo en haut de la conversation. Je n'ai rien dit, j'ai juste enregistré l'info parce que je commençais à comprendre que quelque chose de bien pire que de la négligence se passait ici. Le 4e jour après l'arrivée de Camille, vers 14 h, j'ai demandé à Chloé si elle pouvait aller chercher mes antidouleurs à la pharmacie parce que j'en avais presque plus et que je ne pouvais pas conduire. Elle m'a regardé comme si je venais de lui demander de me donner un rein et m'a lancé sèchement qu'elle se préparait, demandant pourquoi je ne pouvais pas le faire moi-même. Se préparer pourquoi? Je n'en avais aucune idée, mais Camille a entendu depuis le couloir et est entrée dans le salon avec ce regard qui m'a noué l'estomac. Elle a demandé à Chloé pourquoi elle se préparait, et Chloé s'est immédiatement mise sur la défensive, disant que ça ne la regardait pas, qu'elle avait le droit d'avoir une vie. Puis la porte s'est ouverte et Théo est entré, pas avec son jean et son sweat à capuche habituel, mais habillé comme s'il allait quelque part de chic, chemise boutonnée, bottines propres, un parfum que je pouvais sentir à travers la pièce. Camille l'a regardé, a regardé Chloé, et je l'ai vu assembler les pièces du puzzle en temps réel. Chloé a attrapé son sac à main et a annoncé qu'il prenait une chambre d'hôtel en ville, disant qu'il y avait un concert ce soir et qu'il ne voulait pas rentrer tard en voiture. La pièce est devenue complètement silencieuse. Camille s'est tournée vers elle et a dit d'une voix calme mais tranchante comme du verre, « Donc tu le laisses seul, en convalescence après une opération, pour aller à l'hôtel avec un autre homme. » Le visage de Chloé a rougi et elle a commencé à sortir toutes les tactiques de manipulation possibles, disant que Camille essayait de la contrôler, que j'étais jaloux maladif, qu'elle méritait de s'amuser après avoir passé des jours à s'occuper de moi, ce qui était un comble vu qu'elle n'avait pratiquement rien fait. J'étais juste assis là à regarder la scène, et puis j'ai remarqué quelque chose sur la table d'appoint à côté du canapé, sa bague de fiançailles. Elle l'avait enlevée, laissée là comme si c'était un prospectus publicitaire, et quand je l'ai pointé du doigt, elle a eu l'audace de dire que ça n'allait pas avec sa tenue, comme si c'était une excuse raisonnable pour abandonner le symbole de toute notre relation. J'ai senti quelque chose se briser en moi,
pas de façon dramatique, pas bruyante, juste un craquement silencieux comme un câble sous trop de tension qui finit par lâcher. Je l'ai regardé, j'ai regardé Théo debout les mains dans les poches essayant de se faire invisible, et j'ai dit la seule chose que je pouvais sortir, amusez-vous bien. Ma voix était plate, sans émotion, et je crois que ça l'a effrayée plus que si j'avais crié. Elle a hésité une seconde comme si elle attendait que je la supplie ou que je me dispute, mais j'ai juste tourné la tête et fixé la télé. Ils sont partis et je les ai entendus rire dans le couloir quand la porte s'est fermée, et c'est ce rire qui a scellé son sort. À la seconde où ils sont partis, Camille a sorti son téléphone et a appelé notre meilleur ami Julien, et quand il a répondu, elle n'a même pas dit bonjour, elle lui a juste dit de venir tout de suite parce qu'on passait à l'action ce soir. Julien est arrivé 20 minutes plus tard, m'a jeté un coup d'œil, a demandé si elle avait finalement franchi la ligne rouge, et j'ai hoché la tête. Ce qui s'est passé ensuite a été le démantèlement le plus chirurgical d'une relation dont j'ai jamais été témoin. Camille a sorti son ordinateur portable et a commencé à faire une liste, Julien a pris un bloc-notes et ils ont transformé mon salon en quartier général de guerre. Première étape, les finances. Camille s'est connectée à mes comptes et a commencé à tout séparer, elle a viré l'argent sur un nouveau compte auquel Chloé n'avait pas accès, a annulé la carte de crédit qu'elle utilisait, l'a retirée de mon assurance auto. Deuxième étape, l'appartement. Julien a appelé un serrurier, a payé un supplément pour une intervention le jour même et à 21h, nous avions de nouvelles serrures sur la porte. Troisième étape, le mariage. Camille a commencé à appeler les prestataires, leur a dit que le mariage était annulé, et comme la plupart des acomptes étaient à mon nom, elle a obtenu des remboursements partiels sur la salle, le traiteur et le photographe, elle était si efficace que c'en était terrifiant. Pendant qu'il gérait la logistique, j'étais assis là, ressentant ce mélange bizarre de soulagement et de rage parce que j'avais porté cette femme à bout de bras pendant 3 ans, payant tout, soutenant ses rêves, et à la seconde où j'avais besoin de soutien, elle se tirait à l'hôtel avec un autre mec. Nous avons emballé ses affaires, pas négligemment, mais pas doucement non plus, mis en boîte ses vêtements, ses tapis de yoga, ses cristaux, toutes les petites choses qu'elle avait éparpillées dans mon appartement comme si elle en était propriétaire. Julien a trouvé un carton vide, a attrapé un marqueur et a écrit sur le côté en grosses lettres, « Théo peut t'aider pour celui-là », et j'ai ri pour la première fois depuis des jours. Vers minuit, Camille m'a demandé si j'étais sûr de moi, si je voulais peut-être dormir dessus, et je lui ai montré la bague toujours posée sur la table d'appoint où Chloé l'avait laissée. Camille l'a ramassée, l'a regardée et l'a mise dans une petite enveloppe avec un mot disant « Tu as oublié quelque chose ». À 1h du matin, mon téléphone a vibré, un texto de Chloé avec un petit emoji cœur disant qu'ils allaient peut-être rester plus longtemps et de ne pas l'attendre. Je l'ai montré à Camille et elle a souri, vraiment souri, et a dit que c'était parfait parce que Chloé venait de mettre tout ça par écrit. Julien a ouvert une bière, en a tendu une à Camille et a demandé si j'en voulais une, mais j'étais encore sous médoc, alors j'ai passé mon tour. Nous étions assis là dans mon appartement entouré de cartons de ses affaires empilés près de la porte et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Je n'étais pas triste, je n'avais pas le cœur brisé, j'en avais juste fini, et cette clarté était le meilleur antidouleur que j'aurais pu demander. Le dimanche matin a frappé comme un train de marchandises, pas pour moi, mais pour Chloé. J'étais assis dans la cuisine avec Camille en train de boire un café quand mon téléphone a commencé à exploser, texto après texto, appel après appel, tous de Chloé. Le premier message est arrivé vers 11h demandant pourquoi sa clé ne marchait pas, puis un autre 5 minutes plus tard disant que sa carte avait été refusée au café, puis un message vocal où je pouvais entendre la panique commencer à s'infiltrer dans sa voix, demandant ce qui se passait. Je n'ai répondu à rien, j'ai juste mis mon téléphone en silencieux et l'ai glissé sur la table vers Camille qui lisait les messages avec cet air satisfait. Vers midi, Chloé s'est pointée à l'immeuble et je l'ai su parce que l'accueil a appelé pour demander si j'attendais quelqu'un, je leur ai dit non et de ne pas la laisser monter. Elle a essayé de sonner quand même, encore et encore, et finalement elle était dans le couloir devant ma porte, et je pouvais l'entendre perdre la tête. Elle criait que c'était abusif, que je ne pouvais pas l'enfermer dehors de chez elle, sauf que ce n'était pas chez elle, son nom n'était pas sur le bail, elle n'avait jamais payé un seul mois de loyer et légalement, elle n'avait aucun droit sur rien. Julien était encore là depuis la veille, il a regardé par le Judas et a dit qu'elle était au téléphone en train de pleurer, appelant probablement quelqu'un en renfort. Il s'est avéré que ce quelqu'un était Théo parce qu'environ 20 minutes plus tard, il est arrivé et je l'ai entendu dans le couloir essayer de la calmer, lui disant qu'ils allaient trouver une solution, mais sa voix avait cette tonalité qui montrait qu'il ne voulait vraiment pas être là. Elle lui a demandé si elle pouvait rester chez lui le temps de régler ça, et il y a eu selon silence, le genre de silence qui dit tout,
et puis il a dit quelque chose à propos de son colocataire qui ne serait pas d'accord et qu'il devait aller travailler. Juste comme ça, il s'est défilé, la laissant assise dans le couloir, et j'ai entendu ses pas s'éloigner alors qu'il partait. Les jours suivants ont été le chaos pour elle, je le sais parce que des amis communs ont commencé à me contacter pour demander ce qui s'était passé. Apparemment Chloé racontait à tout le monde que j'avais pété les plombs et que je l'avais virée sans raison. Son amie Léa, celle à qui elle parlait sur ce message vocal, a apparemment entendu toute l'histoire et a coupé les ponts avec Chloé, ce qui m'a tout dit sur la crédibilité de sa version. Les prestataires du mariage ont commencé à la contacter aussi, confirmant les annulations, et elle a essayé d'en rappeler certains pour demander s'ils pouvaient faire machine arrière, mais ils lui ont dit que la personne qui avait payé les acomptes avait annulé, donc il n'y avait rien à faire. Elle a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux à propos de la trahison et du fait d'apprendre qui sont vraiment les gens, et je n'ai pas répondu, je ne suis pas entré dans son jeu, je l'ai juste laissé sombrer pendant que je me concentrais sur la reprise de ma vie. Mon épaule guérissait plus lentement que je ne le voulais mais je retrouvais de la mobilité, et Patrick m'a appelé pour dire qu'ils avaient du travail administratif disponible à la régulation si je voulais, répondre aux appels, coordonner les équipes, rien de physique mais assez pour me sentir utile à nouveau. J'ai accepté, j'ai commencé à y aller quelques heures par jour et ça faisait du bien d'être de nouveau avec les collègues, d'avoir un but au-delà de rester assis sur mon canapé à repasser la pire semaine de ma vie. J'ai commencé à chercher des maisons, rien de luxueux, mais quelque chose avec un garage où je pourrais installer un atelier, peut-être faire du travail au noir en réparant du matériel ou des petits moteurs, des choses que je pouvais faire même avec mon épaule pas encore à 100%. Fin octobre, j'ai trouvé un endroit, une petite maison avec 2 chambres à environ 20 minutes de la ville avec un garage de taille correcte et un jardin, et j'ai fait une offre qui a été acceptée. Déménager de l'appartement m'a fait l'effet d'une mue, mettre mes affaires en carton, laisser derrière moi tous les souvenirs de Chloé et Théo et toute cette situation toxique. Camille m'a aidé à déménager, Julien m'a aidé à déménager, et mi-novembre, j'étais dans ma propre maison, mon propre espace avec de nouvelles serrures dont j'étais le seul à avoir les clés. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, j'ai même commencé à aller chez le kiné régulièrement parce que j'avais enfin l'énergie mentale de me soucier de ma guérison. Vers la barre des 3 mois, mi-décembre, j'étais dans mon garage en train de travailler sur un vieux moteur de tondeuse quand j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. Je suis sorti et j'ai vu Chloé assise dans une vieille berline que je ne reconnaissais pas, et quand elle est sortie, je l'ai à peine reconnue non plus, elle avait perdu du poids, avait l'air épuisée, avait cette énergie de défaite si différente de la femme confiante qui était sortie de mon appartement avec Théo 3 mois plus tôt. Elle a demandé si on pouvait parler et je ne l'ai pas laissé entrer, je suis juste resté là sur le porche les bras croisés, attendant d'entendre ce qu'elle était venue dire. Elle a commencé par des excuses, a dit qu'elle avait fait une énorme erreur, qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait jusqu'à ce qu'elle le perde, toutes les phrases classiques que les gens disent quand ils incendient leur vie et veulent que quelqu'un d'autre éteigne le feu. Puis elle a lâché la bombe, elle m'a dit qu'elle était enceinte, et avant même que je puisse assimiler ça, elle a ajouté que c'était de Théo. Je n'ai absolument rien ressenti, pas de colère, pas de jalousie, pas de satisfaction, juste ce sentiment froid et vide comme si je regardais une étrangère me raconter ses problèmes. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait ça et elle a dit que Théo l'avait complètement ghosté, ne répondait plus à ses appels ni à ses textos, et qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses parents l'aidaient mais ils étaient furieux contre elle, elle cumulait 2 boulots pour essayer d'économiser de l'argent, et elle m'a regardé avec ses yeux désespérés et a dit « Tu es un homme bien, Maxime, tu pourrais quand même être le père, on pourrait encore former une famille. » J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher parce que l'audace de cette déclaration était tellement folle qu'elle en devenait drôle. Julien a choisi ce moment exact pour arriver avec des matériaux que je lui avais demandé de récupérer au magasin de bricolage, et quand il est sorti de son camion et a vu Chloé debout là, il a dit « Oh mon Dieu, elle fait un speedrun des mauvaises décisions », ce qui m'a fait rire encore plus fort. J'ai regardé Chloé et je lui ai dit d'appeler son âme sœur, le type qu'elle a choisi à ma place quand je ne pouvais même pas lever mon propre bras, et j'ai dit qu'elle pouvait porter ses propres conséquences maintenant. Elle a commencé à pleurer, a dit que j'étais cruel, qu'elle n'aurait jamais cru que je serais aussi froid, mais je ne me sentais pas froid, je me sentais lucide. Je lui ai dit que je n'avais pas ruiné sa vie, j'avais juste arrêté de financer son fantasme, et que si elle voulait de l'aide, elle devrait essayer de retrouver Théo vu qu'il semblait si pressé de jouer au couple parfait il y a 3 mois. Elle est restée là 1 minute de plus comme si elle attendait que je craque et que j'aie pitié d'elle, mais je me suis juste retourné et je suis retourné dans mon garage. J'ai entendu sa voiture démarrer, je l'ai entendu partir, et je suis retourné réparer le moteur de la tondeuse comme si de rien n'était. Julien est entré, m'a tendu un café et a demandé si ça allait, et honnêtement, j'allais mieux que bien.
Il y a 6 mois, je pensais que perdre Chloé me détruirait, mais debout dans mon propre garage, dans ma propre maison, avec des amis qui étaient vraiment présents quand les choses devenaient difficiles, j'ai réalisé que je n'avais rien perdu qui valait la peine d'être gardé. Elle a choisi une chambre d'hôtel avec un autre homme plutôt que de prendre soin de moi après que j'ai failli me briser le dos pour nous maintenir à flot, et maintenant elle voulait que j'élève le gamin d'un autre parce que son plan lui a explosé à la figure. Certaines personnes